Il y a vraiment ce rêve d'enfant, une sorte d'image universelle qui est partagée par des millions de personnes. Ah oui, complètement. La scène, elle est hyper classique. C'est le fait de tenir un tout petit vaisseau spatial en plastique entre ses mains, de faire des bruits de réacteur un peu ridicules avec la bouche, et de rêver, mais vraiment avec une intensité folle, de prendre un jour les commandes d'un vrai chasseur stellaire. Ouais, le fantasme absolu de l'évasion, quoi. C'est ça. S'asseoir dans un cockpit super exigu, entendre le bourdonnement sourd des moteurs et puis voir le ciel noir percé d'étoiles qui se déforment en de longues lignes lumineuses quand on passe en hyperespace. C'est la promesse de s'affranchir totalement de la gravité terrestre. Et cette promesse, elle est profondément ancrée dans notre culture visuelle, hein. Elle a été façonnée par des décennies de cinéma de science-fiction. Ouais, c'est clair. Mais le truc, c'est que la réalité de ce fantasme, quand la technologie arrive enfin à le concrétiser d'une manière vraiment viscérale, eh bien, ça produit un résultat, disons, complètement inattendu. C'est-à-dire. Le cerveau humain, quand il est soudainement confronté à un réalisme numérique aussi saisissant, il se retrouve propulsé dans un conflit direct. Un conflit physique et parfois même super violent avec le propre corps de l'utilisateur. Ah, la fameuse collision entre l'imagination et la biologie. Exactement. C'est une collision fascinante entre notre imagination débordante et notre physiologie la plus basique. Et bon, c'est très exactement le cœur de notre exploration d'aujourd'hui. Les sources qu'on a rassemblées pour cette plongée nous amènent sur une analyse hyper captivante. Elle a été menée par le chercheur Julien Alvarez et publiée en 2017. Un document vraiment fondateur, oui. Tout connement. Et ce document, il scrute l'expérience de la réalité virtuelle, non pas comme un simple jouet tech, mais avec une précision quasi chirurgicale sur ses effets corporels. Donc notre mission pour cette session, elle est très claire. On se concentre sur un cas très spécifique, c'est ça, hein? Voilà, on va se concentrer exclusivement sur son test d'un jeu très précis qui s'appelle Star Wars Rogue One X-Wing VR Mission. C'est un contenu qui était proposé sur le casque PlayStation VR. Et notre but, c'est de comprendre comment cette plongée en réalité virtuelle redéfinit littéralement la perception que le cerveau a de son propre corps. Et le travail d'Alvarez est vraiment un point d'entrée parfait pour aborder ça. Parce qu'en fait, il ne s'arrête absolument pas à la prouesse graphique de l'univers Star Wars. Ouais, il va bien plus loin. C'est ça, il pose un regard vraiment comportemental et psychologique sur les réactions primaires d'un être humain. Un humain qui est immergé dans un univers qu'il sait pertinemment être faux, hein. On sait qu'on est dans son salon. Voilà. Mais que l'intégralité de ses sens perçoit comme authentique. L'espace numérique devient alors un formidable laboratoire pour analyser nos propres mécanismes de perception et d'adaptation. Bon, décortiquons un peu tout ça parce que le début de cette expérience, selon le rapport, il est assez troublant. Oh que oui. Dès les premières secondes de cette mission spatiale, avant même que le vaisseau ne décolle, il se passe un truc majeur. Le testeur, il ne se contente pas de regarder un écran à travers des lentilles. Il enfile un corps. Il enfile littéralement un nouveau corps sandique. Les descriptions font état d'une sensation de présence corporelle d'une intensité folle. Il suffit de baisser la tête vers le bas. Ce qui est un réflexe naturel en VR d'ailleurs. C'est ça. Et là, on constate qu'on ne voit plus le sol de son vrai salon, mais on voit des jambes virtuelles, des bras posés sur des commandes de vol, et un torse recouvert de cette fameuse combinaison orange vif des pilotes de l'Alliance rebelle. Une combinaison mythique au passage. Ah, grave. Mais le détail qui frappe le plus dans les notes de l'auteur, c'est que ce corps virtuel respire. C'est le petit truc en plus. Ouais, le torse numérique se soulève et s'abaisse à un rythme régulier. Mais du coup, comment un détail aussi infime, aussi insignifiant qu'une fausse respiration, peut avoir un tel impact sur l'immersion? En fait, ce n'est en rien un détail insignifiant. C'est même au contraire une mécanique de design qui est fondamentalement brillante. Ah ouais. Bien sûr, notre cerveau, il cartographie en permanence notre corps dans l'espace physique. C'est ce que les neurologues appellent la proprioception. La conscience de soi, en gros. Exactement. Et en offrant au champ visuel de l'utilisateur un corps qui possède des micro-mouvements autonomes, comme le rythme d'une respiration, le simulateur court-circuite complètement le scepticisme naturel de notre esprit. Donc le cerveau se fait hacker. Totalement. Le cerveau perçoit une animation organique, inconsciente, et il en déduit immédiatement qu'il s'agit de son propre rythme vital. L'illusion d'incarnation devient presque immédiate. C'est comme enfiler un costume sur mesure pour son propre esprit. D'accord, je comprends. Le cerveau se laisse piéger par le rythme. Et d'après le compte-rendu, l'interactivité physique vient complètement verrouiller cette illusion, non? Ah oui, la boucle de rétroaction.
Voilà. Quand le joueur penche sa tête, la vue bascule. S'il incline le vaisseau dans un virage, il voit son avatar virtuel incliner physiquement le manche à balai dans le cockpit, avec des mains gantées qui bougent en totale synchronisation. C'est la confirmation visuelle de l'action physique. C'est ça. Les sources mentionnent même la possibilité de tendre virtuellement le bras pour manipuler des petits boutons lumineux sur le tableau de bord du X-Wing. On dépasse le stade du jeu vidéo classique là. On entre dans une vraie simulation de gestes concrets. Et cette synchronisation entre l'intention de mouvement du joueur et la réaction de l'avatar, elle crée une boucle hyper positive. Le cerveau ordonne, les yeux confirment. C'est exactement ça. Le cerveau ordonne un mouvement, les yeux voient le mouvement s'exécuter à la perfection dans l'espace virtuel, et l'illusion gagne énormément en solidité. Et alors là, l'environnement s'ouvre. La vue à 360 degrés depuis la verrière du chasseur stellaire provoque, et ce sont les mots du testeur, une véritable claque monumentale. On imagine très bien pourquoi. Ah bah oui, les paysages ne sont plus juste des toiles de fond plates sur une télé. La flotte rebelle, elle flotte dans un vide immense. Les planètes affichent une rotondité et une échelle complètement démesurées. Et le croiseur impérial? Oh là là, oui! Quand un croiseur de l'Empire apparaît, son gigantisme semble carrément écrasant. Les sources insistent lourdement sur ce sentiment de petitesse absolue face à l'immensité de cet univers modélisé. L'espace porte bien son nom, du coup. Ouais. Mais c'est justement là, au cœur de cette immersion technologique de pointe, que l'étude soulève un paradoxe ahurissant, un subterfuge de conception totalement surréaliste. Ah, tu veux parler du... Du cavalier sans tête. Ouais, en effet. L'analyse d'Alvarez met en lumière une contrainte technique fascinante, qui contraste, mais alors violemment, avec ce réalisme écrasant dont on vient de parler. Raconte, parce que c'est fou. Eh bien, si l'utilisateur décide d'exploiter la liberté de mouvement de son casque pour se pencher de manière un peu anormale, par exemple, s'il se contorsionne pour regarder par-dessus sa propre épaule virtuelle, vers le siège de son avatar, Ouais, pour regarder derrière soi. voilà. S'il fait ça, il découvre que ce corps dont on parlait à l'instant, avec sa combinaison orange et sa respiration hyper réaliste, en réalité, il n'a pas de tête. Mais c'est tout bonnement grotesque. On se croirait dans un vieux conte macabre, quoi. Un pilote sans tête aux commandes d'un vaisseau spatial. C'est assez troublant visuellement, oui. Mais comment on justifie une aberration pareille au milieu d'un jeu à très gros budget? Alors, d'un point de vue de la pure ingénierie logicielle, c'est d'une logique implacable, en fait. Vraiment. Oui. La tête virtuelle n'a strictement aucune utilité fonctionnelle puisqu'elle est remplacée en temps réel par la position physique et le champ visuel direct du casque du vrai joueur. Ah, d'accord, donc c'est pour optimiser. Exactement. Le moteur graphique économise de très précieuses ressources de calcul en refusant de modéliser une partie du corps que les propres yeux du joueur ne sont jamais censés observer. C'est un trompe-l'œil numérique pur et dur. Bon, je saisis la logique d'optimisation, hein. Mais psychologiquement parlant, la découverte de ce pilote sans tête de l'espace, ça doit provoquer un choc énorme, non? Ça surprend, c'est sûr. L'utilisateur prend conscience du subterfuge. Du coup, l'illusion d'incarnation parfaite qu'on vient de décrire pendant 5 minutes, elle devrait logiquement s'effondrer comme un château de cartes. Ça devrait le ramener violemment à la réalité de son salon. Et c'est là que la psychologie de l'immersion intervient. Et c'est fascinant. La rupture de l'illusion se produit bel et bien, les tubes le notent. Alors, Mais elle observe aussi qu'elle ne dure qu'une infime fraction de seconde. mais pourquoi? Je veux dire, si mon cerveau découvre que le corps qu'il habite est faux, et en plus horriblement mutilé, il devrait rejeter toute l'expérience en bloc, non? Il le ferait dans un environnement neutre. Ou purement contemplatif, tu vois. D'accord. Mais ici, ce qui sauve l'immersion, c'est ce que l'on nomme la diégèse, c'est-à-dire l'univers narratif et l'urgence de la situation. L'ambiance Star Wars, quoi. Voilà, le scénario, la bande-son tonitruante avec les cuivres, les alarmes rouges qui clignotent dans le cockpit, et surtout la présence imminente des chasseurs taille ennemis. Le stress de la bataille, quoi. C'est ça. L'environnement global génère un flot d'informations qui est si dense et tellement stimulant que le cerveau procède à un tri sélectif très rapide. Il choisit délibérément de balayer l'incohérence visuelle du corps sans tête pour se concentrer sur la menace immédiate. C'est dingue. C'est la preuve d'un pacte narratif extrêmement puissant en réalité virtuelle. L'esprit consent à ignorer la supercherie technique tout simplement parce que l'action requiert toute son attention. Donc en gros, le cerveau se dit « Ok, j'ai pas de tête, la situation anatomique est un peu préoccupante, mais il y a un gigantesque croiseur impérial qui pointe ses lasers sur moi, donc on va classer ce problème de décapitation pour plus tard et on va sauver la galaxie. »
C'est un excellent résumé. C'est incroyable de voir à quel point notre esprit est malléable face au danger, même quand ce danger est 100% virtuel. Notre cerveau est une machine pragmatique. Ouais. Mais alors, attends, si le cerveau accepte ce corps virtuel au point d'ignorer qu'il n'a pas de tête, que se passe-t-il quand ce même corps virtuel se met soudainement à faire des loopings à une vitesse folle au milieu d'un champ d'astéroïdes? Ah, eh bien c'est ici que s'amorce la deuxième phase de l'expérience, celle du choc des réalités. Le prologue tranquille, qui permettait de s'habituer doucement au cockpit, il s'efface complètement au profit des objectifs réels de la mission. Et à lire les descriptions de l'auteur, ces objectifs ne laissent vraiment aucun répit aux joueurs. C'est très intense, oui. Il faut slalomer dans des champs d'astéroïdes massifs, où les énormes rochers flottent dans toutes les directions. Ensuite, il faut escorter un vaisseau allié qui est lourd et super lent, tout en essuyant des tirs de laser vert de partout. Et c'est sans parler des combats rapprochés. Exactement. Il faut engager des combats tournoyants très agressifs contre les chasseurs-tailles de l'Empire, et même frôler la coque métallique d'un destroyer stellaire. Et pour survivre à cette chorégraphie mortelle, le pilotage exige des manœuvres extrêmes. Il faut avoir le cœur bien accroché. Le joueur enchaîne des loopings, des vrilles, des piquets et des virages incroyablement serrés, le tout sans aucune notion de haut ou de bas, puisque, par définition, nous sommes dans le vide spatial. Et c'est là. Une fois ces manœuvres enclenchées, un phénomène physiologique implacable fait son apparition. C'est ce que les chercheurs appellent le motion sickness. Qu'on traduit souvent par cybermaladie dans ce contexte, c'est ça? Oui, ou plus prosaïquement, une forme très sévère de vertige qui s'accompagne de très fortes nausées. Les accélérations visuelles intenses, particulièrement lors de la poursuite des chasseurs ennemis, qui zigzaguent dans tous les sens, eh bien ça agit comme des déclencheurs foudroyants pour le système nerveux. Je dois avouer qu'il y a un truc très paradoxal ici, quand même. Lequel? On nous vend une technologie de pointe qui est censée représenter le futur absolu du divertissement et l'immersion ultime. Ouais. Pourtant, au bout du compte, elle déclenche une nausée carabinée chez l'utilisateur au bout de 3 minutes d'action. Mais attends, n'est-ce pas un échec fondamental du design? Ça peut paraître contre-intuitif, c'est vrai? Je veux dire, pourquoi construire des mondes magnifiques à plusieurs millions de dollars si c'est pour rendre les gens littéralement malades dans leur salon? Qu'est-ce qui pousse notre cerveau à réagir avec la même violence que si on venait, je sais pas, de s'empoisonner? C'est amusant que tu dises ça, parce que l'hypothèse de l'empoisonnement, c'est d'ailleurs souvent évoquée en biologie de l'évolution pour expliquer le réflexe de la nausée. Ah ouais? Intéressant. Mais pour répondre à la question de l'échec du design, eh bien c'est tout l'inverse en fait. L'apparition de la cybermaladie, c'est paradoxalement la preuve irréfutable de la puissance dévastatrice de la simulation visuelle moderne. Le casque serait trop performant. Exactement. Il faut analyser notre propre anatomie pour saisir le problème à la base. Le corps physique de la personne qui teste le jeu, il est totalement statique. Oui, le gars est affalé sur son canapé. Voilà. Il est soumis à la gravité terrestre normale, il ne bouge pas d'un centimètre. Or, le nerf optique, qui est bombardé par des écrans haute définition collés à genre 3 cm des yeux, lui, il hurle au cerveau « Attention, alerte générale, nous sommes en train d'effectuer une chute libre verticale suivie d'un looping inversé à la vitesse du son. » C'est une dissonance sensorielle majeure en fait. Complètement. Les yeux rapportent une activité frénétique, mais de l'autre côté, t'as l'oreille interne. Celle qui gère notre équilibre? C'est ça, celle qui perçoit l'accélération réelle. Eh bien, elle répond au cerveau « Absolument pas, je ne sais pas de quoi parlent les yeux, mais ici, tout est calme, on ne bouge pas. » C'est le nœud du problème, cette contradiction. Le système vestibulaire situé dans l'oreille interne ne détecte aucune modification de la gravité. Il n'y a aucune force centrifuge pendant le looping virtuel. Le cerveau est donc confronté à un conflit d'informations insoutenable entre la vision et l'équilibre. Il doit choisir qui croire. Exactement. Et ne sachant pas quel sens privilégier, le système nerveux central panique et déclenche un signal d'alarme archaïque de protection, le fameux vertige suivi de la nausée. Mais c'est donc très exactement le même principe que le mal de mer ou le mal des transports quand on lit en voiture, non? Mais genre totalement inversé. C'est la parfaite analogie, oui. Sur un bateau, le corps ressent les vagues et le roulis via l'oreille interne. Mais si on fixe le mur immobile de la cabine, les yeux ne voient aucun mouvement. Et là, en réalité virtuelle, l'équation est pile l'inverse. Les yeux voient la tempête, le corps ressent le calme plat. Voilà, les yeux voient la tempête spatiale, mais le corps ressent le moelleux du canapé du salon. C'est juste une réaction humaine naturelle de détresse face à un environnement physique que notre biologie de petits mammifères terrestres n'arrive pas à traiter. C'est bien résumé. Et la question qui émerge naturellement de ce constat physiologique assez accablant, c'est de savoir comment l'esprit réagit face à ce malaise bien réel. Quelle est la réponse comportementale du joueur lorsqu'il ressent les premières sueurs froides?
La logique voudrait qu'on arrache immédiatement le casque, qu'on le jette sur la table basse et qu'on aille s'allonger dans le noir en attendant que la pièce arrête de tourner. Est-ce que les testeurs abandonnent massivement ou est-ce qu'ils tentent de s'adapter? Les observations menées dans l'étude apportent une réponse assez fascinante sur ce point. Et elles reposent entièrement sur la motivation psychologique de l'utilisateur. Face à l'apparition de la nausée, le moteur de la persévérance s'avère être purement émotionnel. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce moteur émotionnel dont parle l'auteur, c'est justement ce fameux rêve d'enfant dont on parlait en intro, non? Tout à fait. L'affect joue un rôle clé. S'il s'agissait d'un simulateur de vol quelconque, genre avec des polygones grisâtres et une mission abstraite de transport, il y a fort à parier que l'expérience serait écourtée en 2 minutes chrono. Les gens abandonneraient au premier vertige. C'est clair. Mais là, l'univers de Star Wars change totalement la donne. L'envie viscérale de rester dans ce X-Wing, d'entendre le petit droïde astromécano biper juste derrière soi, de participer à cette bataille épique aux côtés de la rébellion. C'est plus fort que la nausée. C'est tellement puissant que ça force le testeur à affronter la barrière physiologique de la cybermaladie. Les enjeux narratifs et affectifs de cet univers de fiction dépassent complètement l'inconfort du corps. Exactement. Le désir de vivre cette expérience motive l'utilisateur à bricoler, et souvent en temps réel, des stratégies d'adaptation pour dompter un peu cette matrice numérique. Et l'étude détaille précisément comment ces mécanismes se mettent en place au fil des sessions de jeu. Mais comment on fait concrètement pour négocier avec son propre vertige? Je veux dire, on ne peut pas juste éteindre son oreille interne avec un interrupteur. Non, bien sûr. Les stratégies commencent par des actions tout à fait conscientes et mécaniques. Dès que les premiers signes de vertige ou de désorientation apparaissent, l'utilisateur apprend à recentrer immédiatement son regard au milieu de l'écran. Pour chercher un point fixe. C'est ça. Généralement, il fixe la console de bord de son propre avatar. Il cherche un point d'ancrage visuel stable pour calmer la tempête sensorielle. Ensuite, il modifie physiquement son comportement dans le monde réel. C'est-à-dire? Il arrête de bouger sur le canapé. Oui, il raidit sa posture. Il apprend très vite à éviter les mouvements de tête trop brusques, qu'ils soient latéraux ou verticaux, parce qu'il comprend assez vite que la combinaison du mouvement virtuel extrême et de son propre mouvement physique exacerbe violemment le conflit neurologique. Ah, on utilise souvent la métaphore maritime du pied marin pour décrire la capacité d'un équipage à s'habituer au roulis d'un navire après quelques jours un peu éprouvants. C'est le même principe. Notre auditoire, toujours très curieux des parallèles comportementaux, notera qu'ici, l'enjeu est de développer ses pieds virtuels, une forme d'amarrage psychologique. Mais le plus stupéfiant dans la lecture de ces travaux, c'est que l'adaptation finit par opérer à un niveau totalement inconscient. Et c'est là qu'intervient le rôle magnifique de la neuroplasticité. La capacité du cerveau à se recabler. Oui, la capacité de notre cerveau à reconfigurer ses propres connexions face à de nouveaux stimuli. Au-delà des petites astuces conscientes comme fixer le tableau de bord, il se produit une intégration cognitive profonde. Ça prend du temps, j'imagine. Ça prend du temps, oui. Mais à force de répétition, d'essais et de persévérance face au malaise, le cerveau finit par déduire de nouvelles lois de la physique. Des lois qui sont adaptées à ce nouveau monde. C'est comme si le cerveau réécrivait son propre code source en direct. Il semble dire au système vestibulaire de l'oreille interne: écoute, mon grand, je sais que tes capteurs n'enregistrent aucune gravité en ce moment, mais fais-moi confiance, on est réellement en train de plonger en piqué vers une station spatiale. Tout est normal dans ce nouvel univers, donc coupe immédiatement cette alarme de la nausée, s'il te plaît. C'est un dialogue interne presque littéral, oui. S'habituer à l'espace virtuel n'est donc pas qu'une bête question de confort visuel. C'est un véritable processus d'apprentissage physique où le corps se soumet aux règles lumineuses dictées par l'écran. C'est dingue. Et cette redéfinition de la normalité sensorielle, elle demande de la volonté et du temps, bien sûr. Mais elle prouve surtout que la barrière physique n'est pas insurmontable à l'échelle de l'individu motivé. Bon, si l'on résume, l'humain est capable d'absorber le choc grâce à sa motivation émotionnelle, qui est, on l'a dit, particulièrement forte dans le cas de franchises cinématographiques cultes comme Star Wars. Oui, la motivation fait le gros du travail. Et un flou cinétique excessif pendant les virages très secs du X-Wing pour masquer temporellement l'information visuelle à l'origine du conflit. C'est une piste souvent explorée par les studios. Parce que l'industrie technologique ne peut sûrement pas se reposer uniquement sur l'estomac en acier de ses utilisateurs, non? Non, bien sûr. Les astuces visuelles, comme le flou cinétique que tu mentionnes, ou la réduction artificielle du champ de vision périphérique pendant les déplacements, elles sont utilisées. Mais ça marche pas si bien. Elles ont leurs limites. Et surtout, elles nuisent souvent à l'immersion elle-même. Ça casse le réalisme.
Si l'on prend une perspective plus globale, l'industrie fait face à un mur qui est purement physique. C'est-à-dire? Théoriquement, la solution absolue et parfaite, elle serait mécanique. Il faudrait placer l'utilisateur dans un dispositif physique. Imagine une cabine entière montée sur de gros vérins hydrauliques. Ah, comme dans les parcs d'attractions. Voilà, un dispositif qui bougerait le corps du joueur en parfaite synchronisation avec les mouvements du vaisseau à l'écran. Exactement comme le font les simulateurs d'entraînement professionnels des pilotes de chasse ou même des astronautes. Ah oui, mais bon, cette solution matérielle, c'est une impasse évidente pour le marché grand public. L'auteur de l'étude le souligne très bien dans ses notes. On ne peut quand même pas demander à des millions de personnes de transformer leur petit salon en hangar industriel. Ça prendrait un peu de place entre le canapé et la télé. Grave. Pour installer d'énormes bras mécaniques qui sont beaucoup trop lourds, hyper bruyants et dont le coût avoisinerait des dizaines de milliers d'euros, c'est impossible. La solution matérielle étant donc disqualifiée pour le domicile, la responsabilité retombe intégralement sur les créateurs de contenu eux-mêmes. Les développeurs du jeu, donc. L'industrie du divertissement, mais aussi celle des applications professionnelles de réalité virtuelle d'ailleurs, ils doivent impérativement maîtriser ce que l'on appelle le level design. La conception globale de l'environnement, des niveaux. C'est ça. Les développeurs doivent inventer des rythmes d'action, des vitesses de déplacement calibrées et des architectures virtuelles spécifiques qui stimulent la vision sans pour autant déclencher les fameux signaux de détresse de notre organisme. Et c'est là que l'analyse nous offre une perspective historique super inattendue. Ah oui, le retour en arrière. Pour trouver ces règles de conception si parfaites, l'étude rappelle que l'industrie moderne a souvent, très souvent tendance à se croire complètement pionnière. Elle est un peu omnibulée par la nouveauté des casques commerciaux des années 2010. On pense toujours qu'on invente tout. C'est clair. Pourtant, les premières véritables expérimentations concernant les problèmes de simulation visuelle, eh bien, elles remontent aux années 1960. Et c'est un point capital de l'analyse du Julien Alvarez. Il existe déjà une très vaste littérature scientifique qui est accumulée depuis plus d'un demi-siècle sur cette cybermaladie, ce qu'on appelait le simulator sickness à l'époque. Mais attends, que découvrait-il très exactement dans les années 60? Je veux dire, les graphismes en 3D photoréalistes tels qu'on les connaît aujourd'hui, ils n'existaient même pas en rêve. Non, bien sûr. Il travaillait principalement sur les tout premiers simulateurs de vol militaires ou aéronautiques. Des cockpits fermés avec des projections basiques. D'accord. Mais à l'époque, ils ont constaté que des pilotes d'élite, des militaires pourtant ultra habitués aux forces gravitationnelles extrêmes dans la vraie vie, eh bien, ils sortaient de ces simulateurs primitifs avec de violentes nausées. Ah ouais, même les meilleurs pilotes du monde. Même eux. Les chercheurs des années 60 ont alors compris, théorisé bien avant tout le monde, cette fameuse dissonance visio-vestibulaire dont on parlait. Ils avaient déjà tout compris au conflit entre l'œil et l'oreille? Exactement. Et ce sont eux qui ont établi la nécessité cruciale de maintenir des repères visuels fixes, comme par exemple l'intérieur statique d'un cockpit bien visible. Pour encadrer l'action? Voilà. Pour encadrer le mouvement et offrir un point de repère stable au cerveau. C'est exactement la même stratégie que les joueurs de PlayStation appliquent inconsciemment aujourd'hui quand ils fixent leur tableau de bord. Franchement, c'est fou de se dire que l'industrie contemporaine, avec ses milliards de pixels et ses processeurs ultra puissants, elle doit humblement retourner lire des rapports militaires poussiéreux des années 60 pour empêcher ses utilisateurs de vomir sur leur tapis RG. L'anatomie humaine n'a pas changé depuis les années 60 après tout. C'est vrai. L'innovation technologique de pointe est parfois contrainte de regarder très loin en arrière pour comprendre les limites indépassables de l'anatomie qu'elle cherche à tromper. C'est une négociation perpétuelle. Une négociation physiologique et technologique qui nécessite l'intégration absolue des savoirs passés. Bon, en fin de compte, si l'on doit rassembler un peu les pièces de cette exploration qui est franchement fascinante, cette plongée au cœur du cockpit d'un X-Wing, elle nous enseigne une leçon hyper profonde. L'immersion en réalité virtuelle, ce n'est pas qu'une simple question d'augmentation de la fidélité graphique ou de puissance de calcul informatique. Loin de là. C'est un dialogue super intime, d'une complexité folle et souvent, on l'a vu, franchement conflictuelle. Un dialogue entre les images numériques que l'on nous projette, notre cerveau qui cherche désespérément à y croire, et notre oreille interne qui refuse obstinément de se laisser berner. Et cette expérience précise prouve aussi que notre biologie n'est pas du tout un système rigide. C'est bien une interface capable de s'adapter à des réalités construites de toutes pièces. À condition que l'enjeu émotionnel en vaille la peine. Voilà, il faut que la récompense vaille l'effort d'adaptation. Et pour les personnes qui nous écoutent et qui s'intéressent de près au rouage un peu invisible de notre perception, il y a ici un constat qui est particulièrement gratifiant. Ah oui, sur la capacité de notre cerveau. Exactement. Le cerveau humain demeure une machine d'une malléabilité stupéfiante.
Par la seule force de la volonté, animée par le simple fantasme de combattre l'Empire au milieu des étoiles, les testeurs démontrent que l'être humain est capable de se reprogrammer en temps réel. C'est une belle façon de le dire. Nous arrivons carrément à forcer notre corps à ignorer des millions d'années d'évolution terrestre, à éteindre temporairement nos systèmes d'alerte primordiaux. Et tout ça juste pour le plaisir absolu de l'immersion spatiale. C'est vraiment la preuve que l'apprentissage est une épreuve profondément et littéralement physique. L'esprit dompte la matière en quelque sorte. C'est ça. Et d'ailleurs, cela nous amène à une réflexion finale. Une petite pensée volontairement provocatrice à garder en tête bien après la fin de notre session. Je t'écoute. On vient de voir de quoi notre cerveau est capable pour s'adapter à une physique virtuelle, pour tolérer l'absence de gravité terrestre et s'y habituer. Mais alors, poussons la réflexion un peu plus loin. Que se passera-t-il le jour où la technologie sera si fluide, si parfaitement intégrée à nos vies que nous passerons la vaste majorité de notre temps éveillé dans ces univers numériques sans aucune friction? Ah, quand la VR deviendra notre quotidien prolongé. Voilà. Après des heures, voire même des journées entières passées à virevolter sans aucun effort, sans ressentir le poids de son propre corps dans des espaces virtuels, qu'arrivera-t-il au moment inévitable où il faudra retirer ce lourd casque de notre visage? Le retour à la réalité. Le retour au réel, oui. Le monde réel, avec sa gravité implacable, la lourdeur de nos membres et la simple résistance de l'air quand on marche, est-ce que ça ne finira pas par nous paraître étrangement oppressant? D'une lenteur exaspérante ou même terriblement restrictif par rapport au vol spatial? L'effet inverse de l'adaptation, en somme. Exactement. Ne risquons-nous pas de voir émerger, un peu à l'image des vieux marins qui titubent sur les pavés du port après des mois passés en pleine mer, une véritable épidémie de mal de terre, une sorte de nausée du réel? C'est une perspective aussi effrayante que très probable. C'est une question fascinante qui résonne puissamment, alors que nous nous dirigeons, tête première, vers la toute prochaine évolution de nos réalités. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à faire un tour sur le site ludoscience.com, c'est une mine d'or d'informations.